Bonjour. Voilà, comme Alex le dit, aujourd'hui je suis là devant vous pour parler d'argent. Donc déjà, je vois, il y a certains d'entre vous qui sont en train de se dire, quel stéréotype. Encore un Indien qui va nous parler de l'argent. Mais la réalité, c'est mon entrée dans ce sujet, c'est commencé seulement après mon arrivée en France. En 2006, pour se débarrasser de mon ennui, je me suis engagé dans la Légion étrangère. Et grâce à cette décision, en 2010, je me suis trouvé en Afghanistan avec mes camarades légionnaires. Pendant les 7 mois sur place, j'étais frappé par plusieurs choses. Le courage de le peuple afghan, la beauté de leur pays. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'était les gigantesques sommes d'argent que nous étions en train de dépenser dans cette guerre. Savez-vous que jusqu'à aujourd'hui, la coalition a dépensé plus que 7 000 milliards de dollars dans cette guerre? En fait, je voulais mettre ça sur un slide, mais les zéros ont dépassé carrément le slide. Donc, je me suis posé la question, d'où vient cet argent? Comment il est créé? Cette guerre ne peut pas être juste payée avec nos impôts. Je sais que les impôts en France sont élevés, mais quand même. Donc, pour trouver la réponse à cette question, en sortant de la Légion, j'ai repris mes études et j'ai fait un master en commerce. À l'école, je me suis rendu compte que sur les 13 000 pages de textes que je devrais obligé de lire pour me dire comment il faut gérer l'argent, où il faut l'investir, il n'y avait même pas 5 pages qui me disaient comment l'argent était créé. Et donc, je commençais mes propres recherches. Et ce que j'ai trouvé, c'est très intéressant. Je me suis rendu compte que l'histoire de l'argent, c'est comme l'histoire de la humanité. Il est constamment en train d'évoluer. Donc, environ 4000 ans avant, en Mésopotamie antique, nous avons utilisé les plaquettes des argailles comme la monnaie. 12 000 ans avant, en Australie, c'était les coquillages. Pendant la même période en Chine, c'était du sel. Et pendant le Moyen-Âge en Angleterre, c'était des bâtons de bois lisses appelés tally sticks. D'ailleurs, pendant la même période en Russie, c'était des écureuils. Ça, c'est les Russes. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est n'importe quelle forme il prenait. L'argent servait 3 fonctions. C'était une réserve de valeur, un moyen d'échange et une unité de compte. C'était, et ça reste toujours, un outil social pour communiquer entre nous, pour échanger entre nous, pour développer notre économie. Mais environ 400 ans avant, nous avons vu un changement. Avec l'avance dans les sciences et la technologie, les marchands des pays occidentaux ont commencé à faire du commerce avec les marchands d'un pays plus exotiques et plus riches en ressources, comme l'Inde. Et pour faciliter le commerce, ils ont été obligés d'utiliser une monnaie qui était acceptée partout et par tous. Cette fois, cette monnaie, c'était l'or. Donc les marchands, ils ont entré dans leur voyage avec leur sac d'or, et pour protéger leur or, ils ont déposé l'or chez des orfèvres. Donc ce n'est pas une surprise que le premier banquier, c'était des orfèvres. Les orfèvres, ils touchaient une petite commission pour son travail, et en contrepartie pour son dépôt, le marchand partait avec un reçu nominatif. Petit à petit, les orfèvres ont commencé à se rendre compte que seulement une très petite minorité de leurs clients se présentaient pour reprendre l'or. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à émettre plus en plus de reçus, mais cette fois sans nomination. 7 billets sans nomination, c'était une promesse de paiement assurée par l'or qu'ils avaient en stock. Donc en faisant ça, les orfèvres ont créé 2 choses. La première, c'était la monnaie en papier, et la deuxième, c'était le concept de paiement avec l'intérêt. Ça, c'est la base du système monétaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement de presque chaque pays travaille avec une entreprise privée pour gérer leur économie. Savez-vous c'est quoi cette entreprise privée? C'est la Banque centrale. Juste parce que la norme d'une banque, c'est la Banque de France, Reserve Bank of India ou Federal Reserve, ça ne change pas le fait que ça reste encore une entreprise privée. Et comment ça se fonctionne aujourd'hui? Le gouvernement fait un échange de bons de trésor pour des billets avec la Banque centrale. Cet échange est fait sur une promesse que le gouvernement va repayer cette dette avec un intérêt.
Et ensuite, le gouvernement utilise cet argent pour des projets sociaux, des projets d'infrastructures, pour des guerres. Et dans cette manière, cet argent est mis à notre disposition. Et nous, que faisons-nous avec cet argent? Eh bien, nous le déposons dans une banque. Ça, c'est la partie la plus intéressante. La règle bancaire d'aujourd'hui stipulant que chaque banque devrait garder seulement 10% de leurs fonds dans leur coffre. Les 90% qui restent peuvent être prêtés. Mais les banquiers, ils sont malins. Ben évidemment, c'est des descendants des orfèvres. Qu'est-ce qu'ils ont commencé de faire? Ils ont commencé d'utiliser cette règle fractionnelle sur les 90% qui restent. Donc en fait, vous déposez l'argent chez vous, dans votre banque, pardon, et la banque, il garde 10%, il prête 90%. Sur ces 90%, il garde 10%, il en banque encore 90%. De ces 90%, bon, vous avez compris là, le système. Dans cette manière, une banque est capable de créer 9 fois la somme originelle de rien. Donc c'est fantastique, non? Non, nous avons trouvé la pierre philosophale. On peut voir autant d'argent qui en veut. Mais je pense qu'ils nous ont oublié quelque chose. Comme nous prenons un prêt dans une banque, il faut qu'ils rendent cet argent avec l'intérêt. Nous avons vu comment l'argent était créé. Mais l'argent pour payer l'intérêt, ça vient d'où? La réponse, c'est nulle part. Ça n'existe pas. Donc, pour payer l'intérêt, il faut avoir plus d'argent. Mais si on a plus d'argent, nous avons l'inflation. Et d'ailleurs, l'argent, ça vient d'où? De la Banque centrale. Donc, plus d'argent que nous allons avoir, plus de dettes nous devrons payer aux banques. C'est pour ça que la somme d'argent qui existe dans l'économie ne va jamais dépasser l'intérêt qui est dû aux banques. En fait, la meilleure façon de vous montrer cette relation schizophrène, c'est avec cette image. Mais rigolez pas, c'est nous, hein. Là, on court, on l'attrape jamais en plus. Donc, suite à la crise économique en 2008, évidemment, il y a plusieurs personnes qui sont commencées à poser des questions, mais pourquoi on est en train de compter sur un système qui est aussi centralisé, qui est géré juste par un groupe de banquiers? Nous devrons avoir quelque chose qui est mieux adapté à nous. Et cette fois, encore une fois, c'était la technologie qui nous donnait la réponse. Cette fois, ce n'était pas les bateaux, mais c'était l'Internet. Donc, déjà, certains d'entre vous, peut-être, vous connaissez de quoi je veux parler. La monnaie digitale, ou la crypto-monnaie, ou Bitcoin. Je ne suis pas là pour faire la pub pour Bitcoin, mais je vais utiliser Bitcoin comme un exemple, parce que c'est quand même très connu. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi Bitcoin, c'est très simple. La définition officielle de Bitcoin, c'est une base de données distribuée dans laquelle l'ordre de chaque transaction est validé et vérifié par chaque utilisateur d'un réseau. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, parce que moi aussi, je ne comprends pas trop. Mais si vous voulez passer pour un connaisseur ou vous voulez flirter avec un geek, utilisez cette définition, je vous assure, ça marche à tous les coups. Mais plus simplement, les crypto-monnaies comme Bitcoin, c'est l'argent d'Internet. Et pour voir cet argent, c'est très simple, sauf vous faites un échange avec des euros. Je pense que le taux d'échange aujourd'hui, c'est environ 435 euros pour un Bitcoin. Sinon, vous pouvez le voir avec un processus qui s'appelle mining, en phrase anglaise. Pour devenir un miner, c'est très simple. Vous devrez quand même vous adhérer à un réseau où les bitcoins sont acceptés comme un moyen de paiement. Ensuite, vous devrez télécharger le logiciel Bitcoin sur votre ordinateur. Et en tant que miner, vous êtes en train de valider chaque transaction qui est en train de passer dans ce réseau partagé. Donc en fait, le miner, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que voilà, moi, je valide que chaque transaction qui est en train de passer dans ce réseau, c'est bien commencé ici, c'est terminé là-bas, et il n'y a personne qui a essayé de faire la magouille pendant cette transaction. Et pour son service, il est payé en Bitcoin. Donc aujourd'hui, comme vous faites ça avec une banque, vous payez 3% de votre transaction pour ça. Mais l'avantage, c'est quoi? Parce que vous êtes sur un réseau partagé, votre travail peut être vérifié par chaque utilisateur du réseau. Donc ça devient un système autoprotectionniste. Deuxièmement, et ça c'est la vraie différence avec la crypto-monnaie, les bitcoins par exemple, la quantité est limitée à 21 millions.
Contrairement à la Banque centrale qui peut continuer à imprimer des billets sans arrêt, sans limite, les bitcoins sont limités à 21 millions. Pourquoi c'est 21 millions? Je ne sais pas, mais c'est 21 millions. Donc, parce que la limite, il y a déjà une limite qui existe, il est libre de l'inflation. Avec le passage du temps, la valeur du bitcoin va monter. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons déjà 13 millions de bitcoins en circulation. Et nous allons voir les 21 millions en circulation vers l'année 2140. Donc, on a encore un peu de temps. Quels sont ces avantages? Bien sûr, c'est déjà démocratique, on peut dire, jusqu'à un certain niveau. Mais en même temps, n'oubliez pas que c'est un argent qui existe sur l'Internet. Aujourd'hui, si vous vendez un produit, un service sur Internet, votre base clientèle est mondiale. Mais savez-vous qu'il y a seulement 25% des personnes qui peuvent visiter votre site sont capables de faire une transaction avec vous? Et la raison pour laquelle c'est quoi? Parce que les systèmes de paiement que nous avons aujourd'hui étaient faits il y a 50 ans en arrière. Donc, c'est pour ça que les entreprises comme Virgin et Expedia sont commencées d'accepter le Bitcoin comme un moyen de paiement. Parce qu'ils ont compris, en faisant ça, ils sont en train d'augmenter leur base clientèle par 400%. Mais ce n'est pas juste une question de profit. Qu'est-ce que nous devrons vraiment comprendre, c'est pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons un système monétaire qui est décentralisé, démocratique et qui n'est pas basé sur la dette. Cette évolution dans la technologie, ce n'est pas réservé seulement à la crypto-monnaie. Regardez notre société. Nous sommes en train de devenir une société qui est très, très sociale, où on travaille plus en plus en collaboration, et malgré notre diversité. Ben, regardez-moi. Je suis un Indien qui a fait la Légion étrangère qui est en train de vous parler sur l'économie. Mais moi, je ne crois pas quelquefois. Mais je sais que je représente cette évolution de notre société, mais quand même, je reste très appréhensif. Je me pose la question, est-ce que la technologie elle est vraiment en train d'améliorer notre société? Si vous avez un compte sur Facebook, la Yodma, je vous en prie, la majorité de salles, quel est le business model de Facebook? Il utilise notre information personnelle pour faire du online marketing. En synthèse, c'est ça. Est-ce que vous et moi, est-ce qu'on est remboursé ou payé pour notre participation? Non. D'ailleurs, Facebook, il fait un très joli profit. Donc peut-être vous êtes en train de dire, mais ouais, mais c'est un service gratuit, pourquoi je devrais payer pour ça? J'ai une réputation maintenant grâce à Facebook, j'ai des likes sur mon page. Ouais, très bien, mais vous n'avez pas payé votre loyer avec des likes. Et ça, c'est important parce que regardez notre société aujourd'hui. Nous sommes en train de devenir une société où ça devient de plus en plus difficile de trouver un job. Le taux de chômage, il explose. Et il y a plus d'inégalités dans notre société. Si vous n'êtes pas Et cette tendance va continuer. Hein. Si vous ne me croyez pas, permettez-moi de vous présenter un scénario futuriste mais réaliste quand même. C'est 2030 et je me retrouve en Inde. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en Inde. Et après avoir passé quelques temps en France, quand même, j'ai une connaissance de la gastronomie française. Donc je me dis, tiens, je vais lancer ma propre entreprise pour la fabrication de la fromage française fait en Inde. Il a 100 hectares indiens. Donc, déjà les vaches, ils sont sacrés chez moi. Donc je pense que j'ai un avantage. Hein. Donc pour commencer mon business, bien sûr, j'ai besoin d'un capital. Cette fois, au lieu d'aller chez une banque, je vais directement sur une plateforme de crowdfunding. Parce que le taux d'intérêt, c'est plus bas et c'est plus facile de trouver l'argent. Une fois que j'ai cet argent, il faut que quand même j'apprenne comment on fait du fromage. C'est pas grave, je peux faire ça en ligne aussi. Une fois que j'ai fait ça, je commence à préparer mon produit. J'ai besoin quand même de faire un joli emballage pour que ça tienne l'œil. Je vais acheter un imprimant 3D et je vais utiliser le plastique recyclable comme la matière première. Donc tout ça, c'est fait. Maintenant, pour faire du marketing, je vais directement en ligne sur les sites sociaux. Sinon, des sites qui sont faits exprès pour des entrepreneurs pour lancer le produit. Et donc, les clients se commencent à intéresser avec les 100 hectares indiens, ils ont envie de l'acheter, ils passent les commandes. Et maintenant, pour envoyer mon commande, je n'ai même pas besoin de prendre un conducteur, j'ai des voitures autonomes. Une plateforme de logistique partagée qui fonctionne plus ou moins comme le covoiturage, qui existe déjà.
Donc, tout ça, ça passe rapidement. Dans une semaine, j'ai l'argent, je fabrique mon produit, je le mets dans mon voiture autonome, ça part directement chez mon client. Le client, il reçoit son produit, il m'envoie le paiement, et là, je devrais attendre 45 jours pour mon paiement. Pourquoi? Parce que le système bancaire s'est pas changé depuis les dernières 50 ans. Donc, je ne pense pas qu'ils vont changer dans les prochains 15 ans qui viennent. Mais ce n'est pas juste ça qui est aberrant dans ce scénario. Vous avez vu, à partir des débuts jusqu'à la fin, j'étais capable de presque tout faire tout seul. Bon, un vrai légionnaire, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que là, je me pose la question. Si j'étais capable de faire tout ça tout seul, qu'est-ce qui va passer à tous ces gens qui travaillent aujourd'hui dans le domaine du marketing, la finance, la logistique ou la fabrication? Qu'est-ce qu'ils vont faire? En 2030, 50% des emplois vont être supprimés dans les domaines des services et la fabrication grâce à l'imprimante 3D, les voitures autonomes et les modèles de Big Data. Et n'oubliez pas, en 2030, nous allons avoir encore 12 milliards de personnes de plus dans cette planète. C'est pour ça que je vous posais la question. Pourquoi pas être payé pour utiliser Facebook? On devrait quand même essayer. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je passe pour un idiot, mais j'ai l'habitude. Mais essayons-nous. La base de l'innovation, c'est l'expérimentation. Nous devrions aussi poser des questions sur notre système financier d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'un système financier qui nous aide à devenir une société plus collaborative et plus innovante, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je sais que je suis là devant vous en train de vous poser beaucoup de questions, mais je n'ai pas vraiment une réponse à vous donner, je n'ai pas une solution à vous proposer. Mais l'avantage d'être dans une société collaborative, c'est que nous allons trouver la réponse ensemble. Le plus important est de poser des questions, développer des idées et partager ces idées. L'argent restera toujours un outil social. Et il devrait garder ces trois fonctions traditionnelles. Ça devrait être une réserve de valeur, un moyen d'échange et une unité de compte. Mais la forme qu'il devrait prendre et la société dans laquelle il doit fonctionner doit représenter notre société, démocratique, collaborative et innovante. Et c'est à nous à faire ça. Pas juste pour nous-mêmes, mais pour les 12 milliards qui vont nous rejoindre très bientôt. Donc venez avec moi, créons ensemble cette nouvelle économie. Merci.